10h32 sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Marseille a été le théâtre d'une nouvelle fusillade mortelle ce mardi. La ville est de plus en plus touchée par les règlements de compte qui sont liés au trafic de drogue. Avec ce chiffre qu'on voulait vous donner, depuis le mois de janvier, 33 décès sont directement liés au trafic de stupéfiants. Et c'est déjà plus que pour toute l'année 2022 qui, elle, avait enregistré 31 morts liés aux stupéfiants. Et on l'a appris il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la CRS 8, cette unité d'élite, allait être déployée au cours des prochains jours. En tout cas, cette unité d'élite, elle est, vous le savez, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Regardez, sur ce sujet, il est signé Jules Boiteau, Emeline Darcourt avec Francesco Carvi. Sur le trottoir de ce boulevard du 14e arrondissement de Marseille, les impacts de balles sont encore bien visibles. Mardi, il est environ 19h30 quand une voiture avec 2 personnes à bord s'arrête à ce niveau. Un individu cagoulé sort et tire sur un homme d'une trentaine d'années. Blessé, l'homme qui tente de s'échapper est ensuite exécuté devant les passants. Un nouvel assassinat à Marseille. Le 8e depuis le début du mois d'août, sur fond de trafic de stupéfiants, où les agresseurs sont recrutés de plus en plus jeunes. Des profils de tueurs très jeunes, à peine majeurs, avec des personnes qui manifestement rentrent très vite dans un niveau de violence important et qui sont recrutées pour des sommes parfois dérisoires. La victime est la 33e depuis le début de l'année 2023 dans la cité phocéenne. C'est déjà plus que les 31 morts sur la totalité de l'année 2022. 740 armes ont été saisies, en hausse de 24% par rapport à l'an dernier, et 1144 trafiquants ont été interpellés rien qu'à Marseille, c'est 26% de plus qu'en 2022. Depuis le début de l'année 2023 à Marseille, nous sommes dans un cycle de conflit entre 2 grands clans de trafiquants qui sont entrés dans une logique de vendetta, c'est-à-dire de tuer pour venger la mort d'un des leurs, une logique aussi de terrorisation du clan adverse. Pour enrayer cette spirale, la brigade CRS 8 spécialisée dans les violences urbaines va être une nouvelle fois déployée à Marseille dans les prochains jours, comme elle l'avait été au mois d'avril. Avec nous en plateau, Abel Boilly, président de la plateforme citoyenne Tous Uniques, Tous Unis. Merci d'être avec nous. On vient de voir ce sujet édifiant. Comment on explique cette explosion de violence dans la ville de Marseille cette année? Tout d'abord, il est important de rappeler qu'il est malheureux de voir qu'une ville avec tant de potentiel puisse se distinguer à nouveau par une actualité aussi tragique. Et malheureusement, on est toujours dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, le trafic de stupéfiants. Donc Marseille est une ville portuaire avec un historique au niveau du trafic de stupes qui est très important malheureusement. Et il se trouve que dans les années 2000, certains habitants des quartiers ont décidé eux-mêmes de gérer la partie du trafic de stupéfiants qui passait par leur territoire et de cesser de le laisser à des parrains à l'ancienne dans un profil que l'on a connu plus dans les années 60, 70, 80. Donc ça a créé une première scission. Ensuite, vous avez des personnes qui sont recrutées, ça a été dit, de plus en plus jeunes. Pourquoi ? Qui dit personnel, et c'est terrible d'utiliser ce terme, personnel jeune dit personnel influençable, manipulable, que l'on peut enrôler de gré ou de force et faire miroiter une vie où on va gagner de l'argent facile, alors que, comme ça a été dit lors du reportage, les sommes sont par moments dérisoires, mais des jeunes qui sont en difficulté, souvent en décrochage, que ce soit social, scolaire, professionnel, culturel, à qui on donne l'illusion d'un nouveau sens qui serait donné à leur vie, alors que c'est un chemin qui est fallacieux au final. Malgré les années, malgré surtout les renforts de policiers, les renforts aussi annoncés par les politiques en termes budgétaires, la situation elle est de pire en pire en fait à Marseille. Elle est vraiment de pire en pire. On voyait ce chiffre qui est édifiant, 33 morts depuis le début de l'année avec des exécutions en pleine rue. Là, là on est passé dans autre chose à Marseille. Là. Alors on parle des morts, mais il faut parler aussi des blessés. On ne parle pas des blessés, il y a beaucoup de blessés aussi qui sont pris en otage ou qui sont des fois des victimes collatérales de ces règlements de compte. Et il est important de préciser que malheureusement ces règlements de compte concernent qui? Des jeunes qui sont pris en étau dans des guerres de gangs, pour des guerres d'influence sur des territoires, mais aussi par moments des personnes qui ne sont pas forcément dans les trafics, mais qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, ou qui se retrouvent à avoir des mauvaises fréquentations aussi et qui prennent des balles perdues et qui sont des victimes collatérales. Et c'est votre rôle d'alerter justement. Nous sommes dans la prévention avec un certain nombre de partenaires sur le terrain pour dire à ces jeunes, leur rappeler que la voie de la délinquance, c'est un chemin qui mène soit à la mort, soit à la prison. Il faut être très cash dessus. Leur dire qu'on ne fait pas carrière dans la délinquance, c'est-à-dire qu'il faut enlever cette image que l'on peut être
être délinquant, gagner de l'argent pendant 10-15 ans et partir dans une sorte de retraite anticipée avec tout ce que l'on aurait emmagasiné. Ça, c'est faux. Faire attention aux influences amicales parce que vous avez aussi des personnes, lorsqu'elles vont en garde à vue ou lorsqu'elles sortent de prison, font croire qu'elles sont devenues des personnes importantes, comme si la garde à vue ou la prison était une sorte de médaille ou de légion d'honneur des quartiers populaires. Il faut leur dire que non. Et leur préciser aussi que lorsqu'un jeune va en prison, lorsqu'un jeune meurt, derrière, c'est une maman qui va en prison et qui meurt avec elle. Donc il faut faire attention à tout cela et il est important que les acteurs que nous sommes, mais aussi les élus, la police, le corps médical, d'anciennes personnes qui sont sorties du chemin de la délinquance aussi, et pourquoi pas certains artistes, puisque beaucoup de jeunes s'identifient à des artistes, puissent inonder même le système scolaire, je pèse mes mots, de prévention. Il y a beaucoup de prévention qui se font, mais manifestement pas assez. Une fois que le jeune y a touché, la corruption intellectuelle est rentrée et c'est très compliqué. Et on se retrouve avec des cas que l'on a pu dire 1000 fois, de jeunes qui vous disent qu'ils ne veulent pas gagner 1200 € alors qu'ils gagnaient 3000 € par semaine grâce au trafic de stupes. Avec nous également Kauter Ben Mohamed, bonjour, vous êtes fondatrice de l'association Marseille en colère et c'est ce qu'on dit depuis plusieurs minutes maintenant. Ce qui est très inquiétant, outre les chiffres, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, aussi bien parmi les victimes que parmi les auteurs de ces fusillades. Et ces chiffres-là, c'est le parquet de Marseille lui-même qui les a donnés. Et encore, je pense que, je suis complètement d'accord avec une grande partie de ce qu'a dit M. Boilly. Et encore, je pense que ces chiffres sont à la baisse puisqu'il y a eu effectivement beaucoup de blessés, que certains sont décédés à la suite de leurs blessures et qui ne sont pas comptabilisés. Et qu'effectivement, nous sommes dans un engrenage qui est de plus en plus difficile à supporter, tant pour les victimes et les familles de victimes que pour les spectateurs, c'est-à-dire les habitants qui subissent ça, leurs enfants qui aujourd'hui sont témoins de fusillades en pleine rue, en dessous, devant leurs écoles, sous leurs fenêtres, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et que je suis d'accord avec M. Boilly. Moi, je considère que la répression n'est pas la seule solution à ce trafic pour l'endiguer et l'enrayer. Ça fait plusieurs semaines, je l'ai même dit à M. Darmanin lorsque je l'ai reçu dans l'émission, que en fait la solution était que tous les ministères qui ont une compétence dans la politique de la ville prennent des décisions fondamentales qui engagent non pas les partis mais qui engagent le pays sur 30 ans, parce qu'on ne réglera pas. Aujourd'hui, vous savez, on n'en est plus avec des petits trafics entre deux bandes rivales. Aujourd'hui, c'était un réseau de narcotrafiquants organisé, international, qui inonde Marseille mais qui inonde aussi d'autres endroits parce que c'est un marché, c'est très lucratif, ça échappe à toute fiscalité, à toute imposition. Et si vous voulez, ils ont la part belle en fait. Et c'est un problème de santé publique. Et malheureusement, monsieur dit qu'on fait de la prévention mais pas assez, mais on ne fait pas de prévention sur le cannabis puisque c'est une substance qui est illicite et donc on ne peut pas rentrer dans les collèges faire de la. Je suis ex-éducatrice spécialisée donc je le sais, on ne peut pas faire de la prévention sur le collège et qu'aujourd'hui il nous manque de la police de proximité, il nous manque le désenclavement des cités, il nous manque des centres aérés, il nous manque des éducateurs aguerris, il nous manque. Moi j'ai proposé une réunion à M. Darmanin, mais une réunion sur le long terme avec des mamans, des magistrats, la police bien entendu, des éducateurs spécialisés, mais aussi des anciens narcotrafiquants repentis qui aujourd'hui ont repris une vie tranquille. Il en existe, ils ne sont pas nombreux, mais il en existe. Et pour travailler à trouver des solutions pérennes sur 30 ans. Et moi, j'insiste sur le plan Marshall sur 30 ans. La CRS 8, c'est bien, mais elle est spécialisée dans les violences urbaines. Là, nous avons un problème de narcotrafiquants de business. C'est pas vers vous. On revient vers vous, Kauter Ben Mohamed, dans un instant. Bruno Bartocchetti, bonjour. Il y a cette question, bien sûr, aussi des profils de ces trafics, Kauter, et justement, Monsieur Boilly le disait à l'instant, on parle là de trafiquants à grande échelle, équipés de Kalachnikov. Je veux dire, ça ne fait plus peur finalement à personne. Ils n'ont peur de rien, ces gens-là. Oui, bonjour. Alors d'abord, M. Boilly a très bien résumé la situation et a parlé aussi d'éducation, de prévention. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Et il faudra, bien sûr, je vais répondre à votre question, mais il faudra faire aussi un bilan et savoir est-ce qu'on a moins de consommateurs en France. Si on n'a pas moins de consommateurs, vous aurez toujours ces trafiquants qui contourneront justement les possibilités pour les repousser. Ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Ça veut dire qu'on doit effectivement demander à d'autres acteurs, on va dire, de travailler sur la sécurité. Et je le dis souvent, qu'on ne peut pas reposer que sur les épaules de la police. On le saurait. On fait un travail exceptionnel avec des résultats probants. Et malheureusement, ça continue à infecter nos grandes villes. Alors, comme vous le dites dans votre question, la réponse
réponse est intégrée dans votre question. On a des trafiquants, des jeunes trafiquants qui sont pris dans un réseau, comme un réseau de stupes, hein, comme ça a été dit, de gré ou de force. Ils intègrent ces réseaux et après deviennent petits dealers, petits trafiquants. Je dis petits dealers, petits trafiquants parce que les vrais commanditaires sont à l'étranger. Hein. Avant, vous aviez la French Connection, les parrains étaient sur Marseille. Aujourd'hui, les parrains sont à l'étranger et ils commandent à distance leur petite entreprise. Ces narcotrafiquants, en tout cas ces dealers, n'ont peur de rien, ils n'ont pas peur de la mort. Donc il faut aller au-delà même de la sanction pénale, bien sûr, qui doit être appliquée très forte, très durement, mais ça va au-delà puisqu'ils n'ont pas peur de la peine de mort. Donc il faut trouver toutes les solutions, notamment, je pense, au sein des villes, développer encore plus les éducateurs en les spécialisant, en professionnalisant leur travail, en donnant beaucoup plus de moyens à ces derniers. Et je crois qu'une ville, que ce soit Marseille ou d'autres, doit prendre en charge aussi la sécurité. Et Marseille, à mon sens, a peut-être pas assez de moyens, mais en tout cas a pris beaucoup de retard sur la sécurité. Alors, la sécurité Bruno Bartocchetti, justement, l'un des moyens qui est déployé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est cette unité d'élite contre les violences urbaines, la CRS 8. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer à nos téléspectateurs comment ça fonctionne exactement? En plus, c'est pas la première fois qu'elle est déployée à Marseille. Alors déjà, ce qui est à retenir, c'est que lorsque la CRS 8 est déployée, elle est déployée pour une durée déterminée. Hein. Elle ne va pas rester de très longs mois. Elle vient dans des cas d'urgence. Il faut qu'elle soit déployée dans les 15 minutes. Il faut qu'elle puisse se déplacer et arriver très rapidement sur place, notamment dans un contexte de violences urbaines. Et donc, comme ça a été dit, c'est pas la CRS 8 qui va repousser le phénomène des stupéfiants. Ça va calmer les situations, ça va rassurer pour un certain temps la population, et cette même population sait très bien que la CRS va repartir et que le trafic va reprendre. Donc il faut quand même travailler, comme ça a été dit, sur du long terme, et une CRS a pas vocation à combattre les trafiquants de stupes ou les trafiquants d'armes à feu. Ça peut effectivement tempérer pendant quelques semaines, mais c'est tout ce qu'on aura comme résultat avec la CRS 8, qui fait un travail formidable d'ailleurs, comme toutes les CRS, parce qu'elles sont déployées. Merci Bruno Bartocchetti. Merci aussi Kauter Ben Mohamed pour votre message. Il a bien été en tout cas reçu et surtout transmis. Et merci Abel Boilly. On rappelle que justement vous allez à la rencontre de ces jeunes pour faire de la prévention, mais pas qu'à Marseille. Oui, bien sûr, un petit peu partout. Mais si vous me permettez, j'aimerais finir par une citation de James Freeman Clarke qui disait « L'homme politique regarde à la prochaine élection, l'homme d'État regarde à la prochaine génération. Il faut que les politiques arrêtent de faire des promesses en ce qui concerne la violence dans les quartiers populaires à l'horizon d'un quinquennat. Comme ça a été dit, ça va prendre du temps. C'est un travail de minimum 15-20 ans et il faut s'intéresser au temps long plutôt qu'au temps rapide. » Merci. Merci à tous les trois.